Aujourd'hui, je parlais de Mr. Wolf réalisé par Gavin O'Connor avec entre autres Ben Affleck, J.K. Simmons et Anna Kendrick. Je vais essayer de faire une critique très rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps. On va voir si je vais réussir. Ce film aurait pu être un énième Taken, ça aurait pu être un film dans ce genre-là, très balisé, etc. Et en réalité, le film explose tous les codes du genre. Donc ça, je trouvais ça vachement bien. Et il les explose pas à manière de dire « Eh, vous avez vu, je fais pas comme d'habitude », mais il les explose pour dire quelque chose. Et ça, je trouve ça vachement bien. J'en parlerai dans les spoilers. Donc c'est pas du tout un film balisé, formaté, etc. Comme on peut l'avoir chez Marvel, j'en profite pour tacler un petit peu. Et ensuite, un truc que j'adore, c'est que c'est un film portrait. Je l'avais dit dans ma critique sur Batman et le Fantôme Masqué, il me semble. J'adore les films portraits, c'est-à-dire on prend un mec, on prend un personnage, et on se concentre dessus, et l'important, c'est de présenter au mieux cette personne. Donc on l'a eu dans Batman contre le Fantôme Masqué, où en réalité, l'histoire, on s'en fout totalement. L'important, c'est de présenter Batman, de montrer qui il est, et de faire un petit peu le tour de Batman. Alan Moore l'a fait dans Watchmen, où en réalité, l'histoire, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout de l'histoire dans Watchmen, puisqu'elle apporte un message. Enfin, un message, plutôt une question posée au lecteur, et vous auriez fait quoi? Mais sinon, tout le bouquin de Watchmen, c'est des portraits des personnages, et des personnages intéressants en plus. Donc j'adore ce genre d'écriture, et justement, Gavin O'Connor, j'ai l'impression qu'il fait son Batman à lui. Je développerai dans les spoilers, pas spoiler là, mais il reprend plein de trucs de Batman, je peux pas développer là. Mais si vous aimez Batman, allez le voir, normalement vous devrez aimer. C'est marrant parce que Ben Affleck a joué dans Batman contre Superman, donc il joue Batman, il va continuer à jouer Batman pour probablement 4 ou 5 films. Et dans le film on retrouve J.K. Simmons qui joue un haut gradé de la police, il me semble, ou du FBI ou un truc comme ça. Et que va jouer J.K. Simmons dans le film de Ben Affleck, enfin le prochain Batman quoi? Il va jouer le commissaire Gordon. Donc c'est marrant de les voir réunis comme ça un petit peu avant l'heure. Et il n'y a pas que ça qui a un rapport avec Batman, je développerai vraiment dans les spoilers. Ensuite le film est drôle, même s'il y a beaucoup de blagues qui sont attendues et puis avant qu'il prononce les blagues ou avant qu'il fasse la blague ou qu'il crée un décalage ou quoi, le truc on le sent venir, mais les acteurs sont sincères quand ils jouent, ou en tout cas ils ont l'air sincères ces acteurs, mais je veux dire ça fait pas acteur studio etc, donc ça passe vraiment bien, on se prend d'affection pour les personnages, que ce soit Ben Affleck, que ce soit J.K. Simmons ou Anna Kendrick. Vraiment si je vous fais le résumé du film là, vous me direz ouais mais c'est des personnages clichés, et en réalité dans le film ils font pas du tout clichés parce qu'ils ont une sorte de sincérité qui fait qu'on est attaché à eux, et que même s'ils font des choses clichés, ou s'ils disent des trucs clichés ou quoi, en fait on s'en fout, on aime les personnages, donc ça pose pas de problème. Ensuite il y a 2-3 messages dans le film qui sont bien, que j'adorais, j'en parlerai dans les spoilers. Les scènes d'action sont vachement bien, des fois elles sont un peu mal filmées, mais sinon ce film prouve que pour faire une bonne scène d'action, il n'y a pas besoin de faire des scènes d'action qui durent 10 minutes, il n'y a pas besoin de 10 000 effets spéciaux, il n'y a pas besoin de bouger la caméra dans tous les sens, il n'y a pas besoin de chorégraphie de fou. Pour qu'une scène d'action fonctionne, en réalité, il faut qu'on aime les personnages, qu'on soit attaché aux personnages qui sont impliqués à la scène d'action, du coup qu'il y ait des enjeux émotionnels, et ensuite qu'elle soit bien exécutée. Qu'elle dure 10 minutes ou 30 secondes, une scène d'action de 30 secondes sera largement mieux si elle est bien exécutée qu'une scène d'action de 10 minutes mal exécutée. Donc ce film prouve ça, et ça c'est vachement bien. Ensuite, le méchant est vachement bien. Je développerai pas, j'en parlerai dans les spoilers. C'est pas un méchant qui est là pour être méchant, etc. Chaque fois le méchant il parle et finalement on a envie d'être son pote quoi. Ensuite il y a une thématique qui revient dans le film, qui était déjà présente dans Warrior, je dirais pas laquelle pour ceux qui n'ont pas vu Mr. Wolf, mais qui est présente dans Warrior, qui reprend ici et qui est vachement bien. J'ai pas vu Le Prix de la Loyauté et les autres films de Gavin O'Connor, mais ça m'étonnerait pas que cette thématique-là revienne un peu à chaque fois, et j'aimerais savoir ce qui lui est arrivé dans sa vie pour qu'il ramène la thématique comme ça, de manière quasi identique dans Warrior et dans Mr. Wolf, mais il doit y être arrivé un truc pour que ça revienne comme ça dans 2 films de manière quasiment identique quoi. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire vite pour les non-spoilers. Le problème d'aller vite c'est que du coup on n'a pas les idées claires, et que là du coup je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit, donc ce que je vais faire c'est que je vais vite résumer. Les acteurs sont vachement bien, le film est bien écrit parce que c'est un film portrait, ce n'est pas un film d'action, c'est un film portrait avec de l'action. L'intérêt ce n'est pas l'action, ce n'est pas l'histoire, l'intérêt c'est le personnage de Ben Affleck. Le film fait étrangement penser à Batman, pas à un film Batman mais à Batman. Christopher Nolan aurait dû s'inspirer, bon il est sorti après mais bon voilà c'est juste une manière de faire un petit pic, il ferait bien de s'inspirer de ce genre de film portrait, parce que les Batman de Christopher Nolan, je sais que là c'est pas un film Batman mais il fait penser à Batman, c'est pour ça que j'en parle, les films Batman de Christopher Nolan ne se concentrent absolument à aucun moment sur les personnages, et ce qui est intéressant dans Batman c'est justement les personnages, c'est ce qu'avait compris la série animée de 92, où chaque épisode développait un personnage. Ça Paul Dini entre autres l'avait compris, Christopher Nolan n'a pas compris, et Christopher Nolan ses films ce n'est que de l'histoire, et l'histoire en réalité dans un film
c'est ce qu'il y a de moins intéressant. Donc voilà, donc on fait des histoires pseudo-complexes et après le public se dit oh c'est trop bien, j'ai compris l'histoire donc je suis intelligent, donc vu que Nolan m'a fait me sentir intelligent, maintenant je vais lui renvoyer l'ascenseur et je vais dire que Nolan est un génie. Donc voilà, donc ça c'est une manière de mettre une petite pique à Nolan. Et Mr. Wolf pour moi est le meilleur film Batman juste après Batman contre le fantôme masqué. Même si c'est pas un film Batman, tout comme je trouve que le meilleur film sur Dark Vador c'est Looper, justement du prochain réalisateur de Star Wars. Je sais plus comment il s'appelle. Rian Johnson. Pour moi, Looper est un film sur Dark Vador, l'enfance de Dark Vador. Ça développe vraiment la problématique de on a un enfant qui a un énorme pouvoir, qu'est-ce qu'il va en faire de ce pouvoir? Est-ce qu'il va l'utiliser pour faire le bien ou est-ce qu'il va l'utiliser pour servir ses propres intérêts? Et tout l'intérêt de Looper, c'est de savoir si sa mère va réussir à créer l'environnement nécessaire pour qu'il devienne quelqu'un de bien, ou bien si elle va laisser le monde le bouffer et donc faire en sorte que lui devienne quelqu'un de mauvais. Donc voilà, George Lucas a échoué à faire ça sur la prélogie Star Wars. Rian Johnson l'a fait en un film, Looper, et j'espère que son Star Wars 8 va être bien, même si je me fais pas d'illusions. Donc les personnages, on se prend d'affection pour eux, le méchant entre guillemets est vachement bien, le film est bien écrit, on est pris dedans, il y a des petits problèmes soit de réalisation, soit de montage, soit d'écriture, je sais pas, mais des fois il y avait des trucs, je trouvais que ça fonctionnait pas très bien. Les blagues, le film est drôle maintenant, parfois l'humour on le sent vraiment venir, et si on rigole aux blagues c'est vraiment parce on se prend d'affection pour les personnages, sinon on aurait pris d'autres acteurs où les personnages seraient moins bien écrits, les blagues tomberaient à plat et on dirait le film est affligé en nullité au niveau des blagues, mais là ça fonctionne très bien, et le film casse tous les codes du genre, mais il ne les casse pas juste manière de dire, comme j'ai dit, t'as vu j'ai cassé les codes et je suis vachement bien, je suis vachement intelligent, moi je suis un vrai cinéaste, pas du tout ça, ça apporte un message. Et ça c'est vachement bien. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à la partie spoiler. Si je devais noter le film sur 10, je lui mettrais entre 7 et 8, malgré tout parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais le film est vachement bien et franchement il vaut le coup d'être vu. C'est un film qui a coûté je crois 40 millions de dollars ou 44 millions de dollars, donc pour Hollywood c'est un petit budget, donc à la limite ça vaut le coup de le soutenir en allant le voir au cinéma. Et puis plus on ira le voir au cinéma, et plus il y a de chances qu'on ait une bonne édition en Blu-ray plutôt qu'il sorte une édition toute pourrave en Blu-ray, toute plastique bleu et avec une jaquette dégueulasse mal imprimée. Allez le voir au ciné, pas forcément pour la qualité esthétique du film, mais juste pour l'encourager. Et puis voilà, c'est un film que je conseille. A plus. Alors pour les spoilers, je vais revenir sur les parallèles entre Batman et Mr. Wolf. Bon, premièrement, les acteurs font clairement penser. Ben Affleck joue Batman. Batman est un mec super intelligent, hyper affûté au niveau technique de combat, etc. Et c'est un mec qui est fou. Ça, c'est Batman. Il est fou, il est obsessionnel. Et là, Mr. Wolf, super aiguisé au niveau du combat, super intelligent, plus que Batman, mais Batman est quand même intelligent. Et Mr. Wolf est atteint d'un syndrome d'Asperger. Asperger, je sais plus. Parce qu'il y a un épisode de South Park où Cartman entend parler du syndrome d'Asperger. Il veut faire croire à son infirmière qu'il a le syndrome d'Asperger. Et du coup, il se met des hamburgers dans le slip, dans les fesses, pour qu'on le diagnostique à Asperger et que du coup, il aille pas en cours où il y a une histoire comme ça. Et puis après, il fait un commerce où il vend tous les hamburgers qu'il a mis dans ses fesses parce qu'ils ont un goût super bon et qu'il en vend comme des petits pains, bref. Oh mon Dieu, aurais-je un syndrome de Asperger? C'est n'importe quoi. Donc, Mr. Wolf a cette forme d'autisme qui l'isole du reste du monde, comme Batman a cette folie qui l'isole du reste du monde. Ensuite, il y a J.K. Simmons qui joue le complice de Mr. Wolf dans la police. Pas parce que J.K. Simmons va voir Ben Affleck pour lui dire t'as pas des infos, mais parce que c'est Ben Affleck qui envoie les infos à J.K. Simmons, comme Batman communique avec Jim Gordon sur les enquêtes de police, lui donne les preuves que lui n'aurait pas pu réussir à avoir, etc., etc. Qui c'est qui branche Mr. Wolf sur les affaires, etc., intéressantes et tout? C'est une femme handicapée, alors qui est handicapée mentale là, mais pas handicapée physique, comme l'Oracle, c'est-à-dire Batgirl, qui est en fauteuil roulant et qui, depuis son ordinateur, aide Batman, etc. Ben Affleck, dans le film, a la Weevy pour la galerie, et ensuite il a sa planque secrète où il a ses armes, son fric, etc., tout ce qu'il aime, etc., etc. Comme Batman, qui a son manoir et sa Batcave. Sa réelle maison, c'est la Batcave. Et à un moment donné, Ben Affleck, dans le film, quand il montre sa caravane à Anna Kendrick, il lui dit là c'est chez moi, j'aimerais passer plus de temps ici mais je peux pas parce que si je vivais dans un box ça paraîtrait bizarre. Ensuite il y a un petit clin d'œil où à un moment donné Ben Affleck cherche dans ses affaires etc, il prend du fric et il prend des BD Batman, le premier numéro de Détective Comics où apparaît Batman. Ensuite quand Ben Affleck fait des blocages il répète Salomon Grundy né un lundi etc, etc, mort un samedi, enterré un dimanche. Dans Batman il y a un personnage qui s'appelle Salomon Grundy qui ne parle que comme ça en disant Salomon Grundy etc, etc. En tout cas dans la version de Tim Sale et
et Jeff Lubb. Je sais pas si dans les autres versions ils parlent autrement que comme ça, mais en tout cas dans cette version là ils ne parlent que comme ça. Ensuite J.K. Simmons il passe le flambeau à une jeune recrue en lui disant à un moment donné, voilà comment j'ai toutes mes informations je les ai par ce mec là et je sais pas qui c'est. Quand tu auras pris ma place, le téléphone va sonner, il va falloir que tu fasses comme moi, etc. Et elle a dit mais non, c'est un criminel, on peut pas faire ça, je refuse, etc. etc. Et c'est le même cas de figure que dans The Dark Knight Returns, où il y a James Gordon qui dit à la femme qui va lui succéder, il essaye de la convaincre que Batman est de leur côté, qu'il faut pas lui courir après. Malheureusement, que fait la femme dans Dark Knight Returns quand elle est au poste de Jim Gordon? Elle fait traquer le Batman. Et là, dans le film, elle fait le choix inverse. Comme si Gavin O'Connor connaissait Batman Returns et voulait corriger ça parce que ça lui est pas plu, donc ça c'est marrant. Je dis pas que Gavin O'Connor a fait exprès de calquer ça sur Batman, sachant que c'est pas lui qui a écrit le film. Enfin, en tout cas, sur Wikipédia, c'est pas ça qui est écrit. Mais bon, voilà, c'est le même cas de figure, c'est le même genre de situation. Ensuite, juste un truc que j'ai noté, je sais pas si c'est forcément intéressant, mais j'ai vu la critique de Durandal et il avait pas bien compris pourquoi J.K. Simmons embauchait une femme qui avait des casseroles derrière elle pour lui faire enquêter sur Mr. Wolf. Pourquoi lui mettre la pression, etc., etc., en lui disant en gros, si vous y arrivez pas ou que vous refusez, je balance votre dossier, vous pourrez plus bosser dans la police, etc., etc. Ben, tout simplement, c'est parce que J.K. Simmons, en fait, ce qu'il veut, c'est avant de partir à la retraite, il veut savoir qui est ce mec qui l'a aidé pendant toute sa carrière. Et il a conscience d'être un mauvais flic. Donc, il veut pas que cette affaire s'ébruite, parce que sinon on va lui dire « Ah mais attends, tous les trucs que t'as résolus, en fait, c'est pas toi qui les as fait. » Donc, il prend une fille qui a des casseroles pour la tenir, en gros il la tient en laisse, pour lui dire en gros « Là c'est pour moi que tu bosses, tu vas trouver ce mec, tu n'en réfères à personne, et si jamais il se passe un truc, je balance tes infos et ta carrière elle est finie. » Autrement dit, il la tient, et du coup ça facilite le moment en plus où il lui dit « Moi je vais partir à la retraite, maintenant quand le téléphone va sonner, il va falloir que quelqu'un réponde et ce sera toi. » Autrement dit, il lui passe le flambeau, et quelque part il lui laisse pas le choix, parce que même si elle refusait en disant « Non, ce mec là faut l'arrêter, etc. » Lui il a toujours la possibilité de dire « Ben voilà, ton dossier, je le balance à tout le monde et ta carrière elle est foutue. » Donc s'il a choisi cette femme-là plutôt que n'importe quel enquêteur, etc., c'est que n'importe quel enquêteur aurait pu après ébruiter l'affaire, et du coup la réputation de J.K. Simmons aurait été détruite, alors que elle, vu qu'elle est tenue en laisse, elle ne peut à aucun moment donné ébruiter l'affaire. Et en plus de ça, il se sert de ses casseroles, manière de dire « Je pars à la retraite dans une semaine ou je sais plus combien, donc résous l'affaire avant que je parte à la retraite. » Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il a choisi à elle, et pas un mec qui serait libre, quoi. Ensuite, le frère. Donc dans la partie non spoiler, j'ai dit le méchant, je sais que c'est pas un méchant. Ben Affleck et son frère, c'est juste des mecs qui servent leurs propres intérêts un petit peu. Puis voilà quoi. Donc le frère, j'adore le personnage du frère. La première fois qu'on le voit, où on le voit arriver, qui rentre dans la voiture du mec, qui lui parle, et le mec arrête pas de le couper, en disant je me laisserai pas impressionner, vous croyez vraiment que votre petit numéro de cowboy, etc. Blablabla. À un moment il lui fout un coup de ninja dans le cou, là, ou dans le sternum, je sais pas, le mec il a la respiration coupée. Et puis il lui dit, non mais est-ce que tu te rends compte que t'es toujours en train de me couper quand j'essaie de te parler? À chaque fois que je te parle, tu me coupes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu penses vraiment que chaque chose que tu peux dire sera toujours meilleure que ce que moi je pourrais dire. Il est où le respect quoi? Et il lui fait la leçon comme ça en disant faut arrêter de couper les gens comme ça. Et ça, je le dis parce que je sais que c'est absolument énervant. À chaque fois, par exemple, quand je veux parler, je commence par dire une phrase d'introduction. Par exemple, je l'ai fait dans plusieurs vidéos. Par exemple, je dis le courage n'est pas une valeur. Donc ça, c'est l'accroche. Et ensuite, je développe. Et en général, dans ma vie, quand je commence à parler, il suffit que je dise ça. Et puis de suite on me coupe en disant c'est pas vrai, t'as tort et machin et bidule, etc. On veut me démontrer que j'ai tort alors que je n'ai fait aucune démonstration. C'est comme si un prof il prend une copie, puis il lit l'introduction et il dit non, ce n'est absolument pas développé, je ne suis pas convaincu, hop, et il fout une bulle. Ça n'a aucun sens. Donc dans la vie, il faut écouter les gens parler. On les laisse parler. Si jamais ils se répètent, on peut leur dire tu me l'as déjà dit, ça, là t'es en train de te répéter, ça ok. Mais on laisse parler et ensuite on répond. Et on répond pas en partant sur autre chose ou quoi, on répond à ce que la personne a dit. En reformulant ce qu'il a dit, etc. Voilà. Mais on montre à la personne qu'on l'a écouté, qu'on prend en compte ce que la personne a dit et on explique après sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord et pourquoi on n'est pas d'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on discute quand on est civilisé et on coupe pas la parole aux autres parce que c'est un manque de respect énorme. Et moi, quand on me le fait, ça me gave, mais profondément quoi. C'est un des trucs qui m'énerve le plus. Si vous voulez m'énerver, vous me laissez pas parler, vous me coupez la parole et vous prenez un ton hautain comme il fait dans le film, etc. en coupant tout le temps le mec. Et là, c'est bon, ça me saoule. Donc je trouve que la leçon de savoir-vivre que fait le frère à ce moment-là, elle est absolument géniale. Ensuite, il y a un autre moment qui est génial, c'est le moment où il va vers un co-PDG de la boîte qui fabrique des prothèses, etc., qui ont truqué leur compte, etc. Et il lui dit, voilà, il y a plusieurs solutions. Pour l'instant, ta femme et tes enfants, etc., ils sont pas réveillés et tout. Là, t'as devant toi 2 trucs d'insuline. Donc, soit tu te fais tes piqûres d'insuline et tu te fais une surdose, ce qui fait que tu vas mourir. Et là, ta femme, déjà, elle va toucher l'assurance vie, mais en plus, elle touchera ton fonds de pension de retraite ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'il lui dit. Donc voilà, ça c'est la meilleure solution pour toi. Dans tous les cas, tu vas pas t'en sortir. Il lui dit en gros parce que t'as été un pourri, et puis voilà. Et comment ça s'appelle? Et le mec, il est pas bien, il a 2 doigts de pleurer, ben normal, il va mourir.
temps. Et puis là, le méchant, enfin le frère, il commence à sortir un autre scénario. Il fait parce que si tu refuses de faire tes piqûres d'insuline tout seul, je vais devoir te tuer. Et puis après, il va falloir que je camoufle ça. Je vais devoir faire des dégâts. Je vais devoir péter la porte pour faire croire à une effraction. Je vais devoir violer ta femme à tour de bras. Et crois-moi, j'en ai pas envie, il lui dit. Et il dit ça. Et après, il se marre. Et il fait non, me crois pas. Je dis n'importe quoi. Des fois, je pars comme ça. Des fois, je dis des conneries comme ça juste pour voir le goût que ça a dans ma bouche. Allez, sois gentil, fais tes piqûres d'insuline. Et le mec, il finit par faire ses piqûres d'insuline. Donc j'aime bien le mec qui part trop loin et qui reconnaît qu'il est parti trop loin. Et puis bon, lui, ça le fait rire. Bon, évidemment, en face, le mec, ça peut le faire rire. Mais au moment où le mec parle de violer sa femme à tour de bras, le mec s'effondre complètement. Déjà, il était à deux doigts de pleurer, mais là, il s'effondre complètement. Le mec le joue trop bien. L'acteur est génial à ce moment-là. Et il me semble que l'acteur qui joue le frère, c'est le mec qui joue le Punisher dans la série Daredevil. Je regarde pas la série Daredevil, mais il me semble que c'est lui. En voyant des extraits de la série Daredevil, je trouvais que c'était un acteur bof. Et il me semble que c'est les Random Guys qui avaient fait une vidéo qui avait dit bah, finalement tu changes d'acteur, finalement le mec c'est pareil quoi. Il me semble qu'ils avaient dit c'est le mec vénère random quoi. Et je trouve que l'acteur a un vrai charisme dans le film. Bah après parce qu'il a des bons dialogues, mais le mec dégage quelque chose, il a vraiment du charisme. Donc le personnage du frère j'adore. Ensuite on a la scène finale où dans n'importe quel film, à la fin du film, on a le héros méga puissant contre le méchant méga puissant. Et puis il y a la méga baston méga puissante et le héros gagne. Et puis le héros est super fort. Alors là j'ai l'air de m'en moquer. En réalité c'est un système d'écriture qui marche vraiment. Pour si peu que l'acteur joue bien et qu'on soit attaché au personnage, c'est quelque chose qui marche quand on voit le personnage qu'on aime bien écraser le méchant immoral, etc. C'est quelque chose qui est bien dans les films. Et là, à la place d'être dans la confrontation, dans la compétition, finalement on s'aperçoit au dernier moment que le mec qu'on a vu depuis le début du film, en fait, c'est son frère. Et là, on remplace la confrontation par la fraternité. Et je trouve que ça c'est vachement bien. Finalement, le méchant c'est le PDG qui a organisé les meurtres, etc. Et le détournement d'argent et tout et tout. Le méchant c'est lui et son compte il est réglé en 3 secondes. C'est-à-dire que Ben Affleck parle à son frère et lui arrive, il les menace un petit peu, Ben Affleck se retourne, il fout une balle dans la tronche, le mec tombe, terminé, puis après il continue à parler, ils se prennent dans les bras, etc. Donc ça c'est vachement bien, ils ont pété le code de la confrontation finale, mais pas manière de le péter comme ils ont fait par exemple dans, ça me tue de le dire, mais la tour de contrôle infernal où à la fin ils font une non-scène d'action, manière de dire hey, vous avez vu c'est super drôle, vous croyez qu'il allait avoir une scène à la fin là où il y a tout le monde qui commence à crier, le camion qui va exploser, etc. et machin, et puis la cut, et puis on arrive 2 semaines plus tard, etc. et finalement il n'y a pas eu de scène finale, et du coup c'est vachement rigolo parce qu'on a pété les codes. Là c'est pas du tout ça, ils pètent le code pour mettre quelque chose de tout aussi fort, c'est-à-dire la fraternité entre les frères. Et pendant tout le film, je me disais, le frère il sert à quoi? Je trouvais que le frère il était en trop en fait dans cette histoire. Et en réalité à la fin quand on s'aperçoit que le frère c'est le mec que j'ai bien aimé depuis le début, c'est-à-dire le méchant qui fait les leçons de morale, etc. Et ben là je trouve ça super cool parce que je me dis les deux vont être vivants, il n'y en a pas un qui va tuer l'autre. Et à ce moment-là en plus, ce qui fait qu'ils se battent, c'est que le petit frère reproche à Ben Affleck, il reproche la fuite du frère et la trahison du frère et du père, parce que le père et Ben Affleck sont allés voir sa mère qui les a abandonnés à son enterrement. Donc il y a ce reproche-là, il y a ce reproche d'abandon, et dans Warrior c'est exactement la même chose. Que reproche Tom Hardy à son frère, c'est de dire tu m'as abandonné, alors qu'en fait en réalité il s'est marié, il a eu sa vie de famille, du coup il s'est éloigné de son frère. Mais n'empêche il lui reproche ça. Et moi j'ai pas de frère, mais j'imagine que si j'avais un frère, c'est le genre de truc que je pourrais ressentir. Et ça me touche vachement, de voir ces rapports de frères qui grandissent ensemble, qui se protègent l'un l'autre, et qui sont prêts chacun à se faire massacrer la tronche pour aider leur frère. Je trouve ces rapports fraternels vachement bien, et du coup d'avoir viré la baston finale pour voir les liens fraternels se recréer, je trouve ça vachement bien. Ensuite dans le côté pétage de code, il y a le côté Anna Kendrick qui est en danger, Ben Affleck la sauve et ensuite il la met en sécurité et puis terminé. Elle se fait pas enlever pour que Ben Affleck aille la sauver après. On voit qu'il est un peu amoureux d'elle. Quand à un moment donné elle s'approche pour l'embrasser, on voit Ben Affleck qui est complètement tétanisé. Normalement il a toujours la bouche fermée, là il a la bouche ouverte, il sait pas quoi faire. Et puis là, à un moment donné, il comprend un truc, du coup il se lève et puis il est parti dans autre chose quoi. Mais voilà, donc on voit que Ben Affleck est un peu amoureux d'elle, en tout cas voilà, il est un peu attiré par elle. Il la fout en sécurité et ensuite il se barre régler les problèmes. Et puis voilà, et elle revient pas dans l'histoire, et à la fin il montre qu'il l'a pas oublié en lui envoyant une toile. Donc le rapport entre les deux fonctionne quand même, sans avoir besoin d'utiliser le cliché de il veut la mettre en sécurité mais le méchant l'attrape finalement pour faire venir le gentil, ensuite confrontation finale, etc. Donc sans ça que les clichés sont pétés en fait. Il y avait quoi d'autre comme cliché? On découvre dans la maison de Ben Affleck une espèce de minigun, c'est une mitrailleuse fixe qui tourne, que le Terminator dans Terminator 2 porte comme ça et tire. On trouve ça dans sa maison et elle n'est jamais utilisée après. Donc on entend toujours le fusil de Tchekhov, etc. Si on présente un élément dans le film, il doit être utilisé au cours du film, sinon c'est un truc qui sert à rien. Et là, on a le minigun de Tchekhov qui n'est pas utilisé après.
Et puis voilà, donc ça je trouve ça bien. Et je terminerai sur ma scène d'action préférée. C'est une scène d'action qui se termine par une pointe d'humour où il y a de vrais enjeux dramatiques. C'est-à-dire que Ben Affleck fait du tir chez le couple de retraités. Il les a aidés au début du film en leur faisant un arrangement au niveau de la comptabilité, etc. Du coup, eux lui ont dit si vous voulez venir pêcher dans notre lac, vous pouvez. Lui, il lui répond je ne pêche pas, ça c'est cool. Par contre, je tire. Et il dit vous pouvez venir tirer, on a des hectares, etc. Et machin. Et Ben Affleck, il dessine des têtes sur des melons et à plus d'1 kilomètre, il tire une balle, un melon qui explose. Et à chaque fois, il rate pas une balle, le mec. Il y a le couple de personnes âgées qui sont dans la maison et là, il y a 2 mecs qui débarquent pour avoir Christian Wolf. Ils braquent les personnes âgées en disant il est où le comptable, il est où le comptable. Eux veulent le couvrir en disant on sait pas où il est, on sait pas où il est. Les méchants continuent à les braquer en disant appelez. La femme, elle veut pas l'appeler, on l'oblige à sortir, elle a un flingue quasiment sur la tempe. Donc elle sort, elle l'appelle, mais elle l'appelle... Enfin, ça fait pas un appel du genre dis donc, j'ai fait un gâteau, tu veux pas venir? C'est vraiment pas un appel qui est fait pour le faire tomber dans le piège, quoi. Elle est complètement paniquée, elle pleure à ce moment-là. C'est obligé qu'il ait la puce à l'oreille. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas envie que ce couple de personnages meure. Parce que eux, ils sont là à essayer de sauver la vie d'un mec qui leur a juste arrangé la comptabilité. Techniquement, ils lui doivent rien à ce mec-là. Et pourtant, ils mettent un peu leur vie en danger pour essayer de le sauver. À ce moment-là, on n'a pas envie que le personnage principal meure, Christian Wolf, et on n'a pas envie que le couple de personnages meure. Donc déjà là, il y a des enjeux émotionnels, il y a de la tension. Donc la femme l'appelle plusieurs fois en pleurant, Christian, 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 etc. On voit qu'il vient pas. Donc nous on commence à se dire allez arrive parce que là sinon ils vont finir par les buter. Et puis là gros jet de sang, Christian on sait pas où il vient d'exploser la tronche avec son fusil du mec qui braquait la dame. Donc là on a un espèce de soulagement, franchement c'est cool. Le mec qui reste, le barbu, il commence à faire caca dans son slip un petit peu. Du coup il prend en otage le couple, il les oblige à aller dans la voiture et il se barre en voiture. Là il y a Christian qui tire 2-3 coups, pas pour essayer de le tuer parce qu'il y a le couple qui est dans la voiture. Il explose le moteur et là il se met à courir comme le T-1000 dans Terminator 2 à un moment. Il se met à courir. Premièrement on voit sa détermination dans sa manière de courir. Ok, la voiture, elle s'est pris un shoot en plein moteur, n'empêche que là, il va courser une voiture, il se dit pas oh merde, god damn, j'ai raté, machin, etc. Et maintenant ils sont perdus à cause de moi. C'est pas du tout ça comme les policiers un peu dans les films qui tirent 2-3 coups comme ça là, et puis après ils s'arrêtent de courir et regardent la voiture partir. Non, la voiture elle continue à partir, mais Ben Affleck il se met à courir à fond derrière quoi. Puis le plan est super joli. Ben Affleck qui fait un arc de cercle vers la caméra l'accompagne, vachement bien filmé à ce moment-là. Et puis sa détermination pour sauver ce couple, ça fait écho à la détermination à leur niveau du couple de personnes âgées pour sauver Christian. Aucun des deux parties ne doit quelque chose à l'autre concrètement, mais les deux parties mettent leur vie en jeu pour essayer de sauver les autres. Et du coup c'est vachement beau. On a installé de la tension et maintenant on joue avec les émotions du spectateur comme ça, et ça c'est vachement bien. L'homme âgé dans le 4x4, il laisse le volant à sa femme pour essayer de se battre, etc. Donc ça franchement c'est vachement bien. Christian Wolf court après le 4x4, il arrive à le rattraper, il saute dans le truc derrière. Donc là il y a une scène, etc. où il se bat, etc. machin. Au bout d'un moment, il pile, Ben Affleck et le mec barbu sont éjectés, et puis là, il y a juste une petite fight qui dure 30 secondes. Déjà, ça commence par une blague. Il y a Ben Affleck qui enlève sa ceinture, et juste, il fait claquer sa ceinture dans la tronche du mec. Ensuite, le barbu essaye de mettre 2-3 coups, Ben Affleck l'explose, etc. Et ensuite, il finit par le ceinturer. Il l'étrangle, il essaye de lui faire cracher des infos, il lui brise le cou, il me semble, et juste après, il se retourne vers le couple de personnes âgées qui est encore dans la voiture, et juste avant de partir, il fait « Hop, salut !» Il a toujours son visage impassible, donc il fait son salut, et enfin, c'est rigolo, du coup ça fait un décalage, c'est rigolo. Bref, donc voilà, donc c'est un des meilleurs Batman alors que c'est même pas un Batman, alors que Christopher Nolan a fait les moins bons Batman, alors que lui faisait des Batman. Je sais, il y a Batman et Robin, etc., mais Batman et Robin, à la limite, il peut se voir comme un nanar, alors que j'ai du mal à voir les Batman de Nolan comme des nanars. Donc au moins Batman et Robin fonctionnent comme ça. Donc ouais, voilà, c'est un film que je conseille. Si vous ne l'avez pas vu, que vous avez regardé les spoilers, je vous ai largement spoilé, vous auriez pas dû regarder, mais bon voilà. Je voulais faire vite, finalement j'ai pas réussi parce que là je suis à peut-être 50 minutes que je parle, mais il y aura de la coupe, je vais aller au montage. A plus.